Bonjour à tous, c'est le numéro 18 de TVLops. Ça commence à chiffrer et on retrouve quelques fidèles avec notamment Pierre Careil. Et puis deux récidivistes qui nous ont rejoints. Il s'agit d'Anthony Gélin et de Steve Chenel. Ce sont plus vraiment tout à fait, quoique, on pourra en faire un débat, des coureurs en activité. Je dis on pourra en faire un débat parce qu'on sait que Steve Chenel reste un coureur actif, en tout cas dans les labourés. Steve, salut, ça va ? Salut Patrick, bonjour tout le monde. Bon, toi, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend si on est en replay à quel moment. Voilà, effectivement. Anthony Gélin est avec nous également. Salut Anthony. Salut tout le monde. Tu étais venu nous parler de la reconversion il y a quelques temps sur TVLops. Exactement. Ça se passe bien la reconversion ? Oui, ça se passe très bien, ça suit son cours, ça va bientôt se terminer. Donc. Tu seras bientôt reconverti ? Voilà. Oui. Bon. Dans une nouvelle activité. D'accord. Alors tu vas faire quoi ? Rappelle-nous quand même ce que tu vas faire. Conseiller en gestion de patrimoine, là je suis en certification de conseiller en gestion de patrimoine. Donc tu es en train de passer ton diplôme, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Bon, tu révises ? Oui, je révise, ouais. J'ai repris le pli de réviser, là. Mais Milan-San Remo, ça fait partie du patrimoine ou pas ? Exactement, évidemment. Quelle transition de la part de Pierre Careil, qui a l'habitude, évidemment. Et en plus, j'ai remarqué qu'ils se sont rattachés au patrimoine originel. Le vrai parcours de Milan-San Remo, là, maintenant. Le vrai parcours. Plus de manie, Poggio, Cipressa, arrivé sur la Via Roma. Et hop, terminé. On le cherche vrai San Remo. Le vrai San Remo. Pierre, bonjour. Bienvenue à nouveau. Bonsoir. Pierre Careil, donc, pour Direct Vélo, évidemment. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, j'ai intitulé ça « La Primavera des anciens combattants » parce que ce sont des anciens combattants. Vous l'avez fait tous les deux à plusieurs reprises. Milan-San Remo. Anthony, peut-être plus souvent que Steve. Je n'ai pas vérifié, il me semble. Combien de participations, Anthony ? Une dizaine de fois, je pense. 9 ou 10. Minimum 9. Et puis, ouais. Ah oui, ça commence à faire. Tu veux que je te dise exactement ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois que tu exagères. Ah non, 8. Ouais. Je suis de Mayenne, c'est pour ça. Voilà, ça fait 2400 bornes. Si tu les as tous finis, ça te fait quand même un Tour de France. Ouais, tous finis, ouais. Il fait le malin, Pierre. On va lui demander, Pierre, meilleur classement d'Anthony dans Milan-San Remo ? Eh ben, je sais pas. Eh ben, 6e. 6e en 2008, quand même. C'est pas mal. Est-ce que c'est ta meilleure place, toute classique, grande classique confondue ? J'ai bien l'impression, non ? Ouais, oui, grande classique, anciennement Coupe du Monde, ouais. Ouais, enfin, on va pas dire les monuments pour être sûr de pas. Oui, les monuments, ouais, 6, ouais. Bon, on sait que tu as fait à peu près toutes les classiques et tu participais et t'aimais bien les courses d'un jour. On rappellera ta médaille de bronze aussi dans un championnat du monde disputé à Madrid, mais ça montre quand même que tu as quelques références. Et Steve aussi a des références puisqu'on n'a pas oublié, moi j'ai oublié l'année, mais j'ai pas oublié le final que tu avais fait dans Milan-San Remo sous le maillot de l'équipe FDJ, me semble bien. C'est bien ça. C'était en quelle année ? 2012, il me semble. C'est si récent que ça ? Non, c'est plus vieux que ça. 2011. Oui, en fait, on s'aperçoit que la mémoire joue des tours. Mais t'es sûr que c'est pas avant ? Non, c'était 2011 ou 2012, parce que j'ai fait que 2 ans là-bas, donc il me semble que c'est 2011 alors. Bon, écoute, on va te faire confiance. 2011, Steve Chenel avait fait un magnifique final dans Milan-San Remo. Il y avait également ce jour-là Johan Fredo qui était avec toi. C'est bien cette année-là, hein ? Ouais, c'est ça. On était 4 devant, dont 2 FDJ et moi et Johan. Et puis voilà, ils arrivent à 7 pour la gagne avec Johan. Il fait 7. Et moi, le boulot d'équipier. Voilà. Le boulot d'équipier, la place, on s'en fiche à partir du moment où le boulot est bien fait. Mais tu l'as quand même fait 6 fois Milan-San Remo. Donc, on a 2 coureurs qui ont quand même une certaine expérience. On rentre tout de suite dans le Milan-San Remo 2016. Anthony, tu nous faisais remarquer qu'on retrouvait un parcours classique. On a vu que ça avait suscité beaucoup de commentaires, avec notamment Nibali qui avait dit « je le ferai pas ». Finalement, il le fait. Bref, ça laisse pas indifférent ce parcours classique peut-être, mais les temps ont changé. Un parcours classique qui pouvait faire un très beau Milan-San Remo
il y a 20, 30, 50 ou même 107 ans, puisque ce sera la 107e édition. Aujourd'hui, ça fait pas forcément l'unanimité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre personnel? Moi, je pense que oui, on m'a déjà posé la question, un journaliste m'a posé la question. Je trouve ça bien de retourner à l'origine du parcours, quoi. Moi, j'ai vibré quand j'étais gamin à avoir attaqué Jalabert dans le Poggio. Voilà, le parcours de San Remo, c'est Cipressa Poggio, les capots avant et puis terminé, quoi. Là, il y avait cette histoire de la manie qu'ils avaient rajoutée. C'est vrai que ça. La problématique qu'il y a, c'est que les sprinters sont de plus en plus forts et de plus en plus complets, de plus en plus capables de passer les bosses. On voit avec Boigny, même Desmar, c'est un mec de classique maintenant. Ils sont capables de passer les bosses, donc ils sont capables d'arriver pour la gagne. Il y a vraiment beaucoup de sprinters. Donc l'organisateur voulait peut-être recréer plus de spectacles en rajoutant des difficultés. Au final, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, je ne sais pas. Mais moi, ce que je préfère, c'est que le parcours revienne à ses origines. Et puis, de toute façon, il y aura toujours, ça va frotter, il y aura toujours des chutes, il y aura toujours une descente qui va faire la sélection. Ils vont pas arriver à 120 au sprint non plus. Déjà, même si c'est super dense au pied du Poggio, ils vont arriver à 30 parce que Steve, il sait comme moi, ça va être tiré dans le Poggio. Après, il y a la descente, il y a la petite cassure en bas. Et encore souvent, il y a la cassure entre la Cipressa et le Poggio. Quand on reprend le bord de mer, donc même s'il y a un sprint, ils vont arriver à 40 maximum, quoi. Il y aura toujours des cassures et le parcours va quand même faire la sélection, quoi. Steve, Exact. même question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce parcours? Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Anthony Gélin? Moi, je suis d'accord sur le T'as fait le droit de pas être qu'effectivement. d'accord avec ton copain, hein. Non, justement, moi, je pense qu'on fait partie des rares sports où on peut justement s'identifier à des épreuves qui ont eu lieu il y a 50 ou 70 ans, au même titre que le foot, où ils sont contents de dire que sur une Coupe du Monde, Raymond Kopa a toujours le même record de buts sur une Coupe du Monde parce que c'est le même format. Et là, le fait de dénaturer, entre guillemets, cette compétition qui s'appelle toujours Milan-San Remo, au final, de rajouter la manie, en plus, ça n'a rien changé au résultat parce que, comme l'a dit Jess, les sprinters passent quand même. La manie était beaucoup plus loin, était beaucoup trop loin de l'arrivée pour pouvoir créer une sélection quelle qu'il soit. Donc j'ai envie de dire que le Milan-San Remo, c'est le même Milan-San Remo que 1904 ou 1908. Et puis ça montre qu'on peut se comparer aux anciens, même les temps de course, la météo. Voilà, je trouve que c'est assez sympa de pouvoir revenir là-dessus. Et puis effectivement, malgré que ce soit entre guillemets moins difficile sans la manie, je peux vous dire que quand on est entre la Cipressa et le Poggio, effectivement, la relance en bas de la descente, Faut elle l'avoir pique vécu pour en costaud. parler, ça. Elle pique costaud et même les 200 derniers mètres du Poggio qui finalement, quand on a que 30 km dans les jambes, c'est un simple faux plat. C'est une véritable galère, mais c'est ce qui fait le charme finalement de San Remo, c'est d'économiser sa batterie sur 300 km. Parce qu'avec le fictif, on dépasse les 300 bornes, hein. Et il y a vraiment des points stratégiques qui font consommer vraiment beaucoup d'énergie dans Milan-San Remo, quoi. Ouais, par exemple. Du coup, il y a la descente comment il s'appelle le col? Le Turquino. Le Turquino, la descente du Turquino, elle est super physique. S'il y a une équipe qui fait la descente, là, il y a moyen de laisser des cartouches. Le placement au pied de la Cipressa et là, la relance entre la Cipressa et le Poggio, parce que du coup, c'est tellement en file indienne que si on est en 50e position, la relance, quand on reprend le bord de mer avant d'aborder le Poggio, elle dure 1 kilomètre et il y en a qui rentrent pas. C'est même souvent que la première cassure Elle se fait dedans, elle se fait là parce que si en 30e position il y en a un qui s'écarte, deux qui s'écartent, c'est terminé. L'effort qu'on fait là, on rebouche peut-être le trou, mais on n'a même pas le temps de remonter avant d'entamer le Poggio, quoi. Une année, je me souviens, en haut de la Cipressa, je double Vincent Jérôme, il était dans la roue de Rodriguez et Rodriguez, je le sentais pas trop. Je double Vincent Jérôme et Rodriguez. On fait la descente de la Cipressa, bord de mer, Rodriguez arrive pas à boucher le trou, il pète. Et donc, du coup, Vincent Jérôme n'est jamais rentré. Il s'est retrouvé dans le deuxième groupe alors qu'on n'avait pas encore monté le Poggio. Il y a quelques points stratégiques comme ça qui font que les premiers connaissent un peu le parcours et ils arrivent vraiment avec leurs cartouches, un maximum de cartouches quand le sprint se lance, quoi. Tu vois, Pierre, on a eu raison quand même finalement d'appeler des anciens qui avaient fait Milan-San Remo, qui avaient une solide expérience, parce que finalement le discours qu'on a, et moi je tiens à le dire, j'ai été marqué
vous savez, quand on commente cette épreuve, comme n'importe quel classique, la veille, l'avant-veille, on repère. Et moi, j'ai eu la chance de faire ces repérages pendant des années avec Laurent Fignon, qui est un ancien vainqueur, évidemment, de Milan-San Remo. Et on se rend compte ce que vous dites, par exemple, notamment le bas de la descente de la Cipressa, les virages. Moi, je me souviens, il prenait le volant et il me disait, regarde, je vais te faire la descente comme en vélo. Moi, j'étais comme ça, évidemment, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est on ne freine pas dans Milan-San Remo. Si, dans le Poggio, on freine 3-4 fois, je sais plus, mais on essaye de ne pratiquement pas freiner dans cette descente, ce qui est complètement, ce qui paraît un petit peu hallucinant quand on voit l'hélicoptère, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une descente enlacée. Et il y a quelques virages qui sont un petit peu piégeux. C'est vraiment une classique qu'il faut connaître à la perfection, notamment dans ces capis. Et puis tout passe très vite, c'est ce que vous dites aussi très généralement, alors qu'il y a 300 bornes. C'est pas l'un des moindres paradoxes. Non, parce que c'est une course, en fait, enfin, je sais pas, Steve, comment il l'a vidé, mais quasiment les 250 premiers kilomètres, on est en mode économie, on est presque en train, pas de dormir, mais on essaie de s'économiser au maximum. Par contre, les 50 derniers kilomètres, attention à fond, ça monte crescendo. Et une fois qu'on est dans le final, ça monte très très vite et puis ça passe très vite aussi, quoi. Non, mais c'est clair. Le pire, c'est que c'est ça, c'est que même entre le départ fictif et le départ réel, il y a une douzaine de kilomètres. On sent qu'il faut vraiment faire aucun effort. Toute la plaine du Pô pour descendre, pour aller rejoindre le Turquino, c'est économie à bloc. On sait que c'est 7 heures d'effort. C'est la classique la plus longue. Et ça demande énormément de gestion. Et c'est justement ce qui est difficile, c'est de gérer tout ce début de course pour pouvoir arriver dans les capots et dans les 2 dernières montées avec un maximum de cartouches, parce qu'on sait que quand les gros bras font la bagarre, si on a fait une seule erreur durant ces 250 premiers kilomètres, la relance en haut de la Cipressa, c'est terminé. Et c'est ce qui fait le charme et c'est ce qui est en même temps difficile à cerner dans Milan-San Remo. Et Jess, il a l'expérience encore plus que moi, mais plus on la faisait et plus on comprenait comment on pouvait arriver au pied du Poggio finalement avec le premier groupe. Parce que moi, finalement, en 2011, c'était mon 3e Milan-San Remo et les 2 premiers Messers, j'avais l'impression de pas avoir forcé plus que ça, mais j'avais pété. Et là, de connaître la course, d'arriver avec du jus et de l'énergie au pied de la Cipressa, ça change la donne, carrément. Pierre, est-ce que tu peux un petit peu nous situer l'enjeu de ce Milan-San Remo 2016 maintenant qu'on a un peu, grâce à Anthony et Steve, on s'est un petit peu remémoré l'esprit de cette grande classique. L'enjeu finalement de ce prochain Milan-San Remo, qui, rappelons-le, a lieu demain et non pas dimanche. On revient en fait là aussi à la tradition. Ouais, c'est l'ouverture de la saison des classiques. Bien sûr, il y a le week-end avec Urne et puis le Het Nieuwsblad qui est avant, mais qui concerne vraiment une catégorie de coureurs qui est bien précise, les coureurs qui sont les Flandriens. Là, ce qui est intéressant, comme chaque année, c'est qu'on va voir un brassage de sprinteurs, de grimpeurs, de punchers, de rouleurs. Donc, c'est vraiment la classique qui est à la fois la plus accessible aux coureurs et puis la plus difficile, parce que vous avez bien décrit, Anthony et puis Steve, toute la difficulté, la nervosité, la tension, l'expérience que requiert cette course. Demain, ce qui sera pas mal, c'est par exemple de voir si on aura une nouvelle fois les coureurs de Tirreno qui seront en avant. Un des favoris, c'est Van Avermaet qui, bien sûr, remporte Tirreno. Et puis, une question autour de Cancellara qui a souvent très très bien figuré dans cette course, qui est une course qu'il aime beaucoup. Cancellara, c'est sa dernière saison normalement. Est-ce que demain il sera en mesure de gagner? Est-ce que on aura la victoire d'un champion du monde, en l'occurrence Sagan? Ça fait beaucoup de petites questions. Est-ce que les sprinters vont passer? Ça, c'est l'interrogation récurrente. Quelle sera la taille du peloton? Voilà, il y a vraiment des configurations tactiques passionnantes. Alors, on s'est pas concerté avant, mais j'ai l'impression que vous êtes d'accord. Quand on prend justement la question, est-ce que les sprinters vont passer? C'est aussi poser la question, est-ce que c'est revenir à la question initiale? Est-ce que Milan-San Remo est assez dur comme ça, ou est-ce qu'il faut durcir Milan-San Remo, ou est-ce que je pose mal le débat? Steve? Écoute, finalement, on se rend compte que toutes les classiques, que ce soit Liège, la Flèche Wallonne, Paris-Roubaix, l'Amstel, le Tour de Lombardie, il y a quand même très très peu de classiques qui ont une chance de se terminer au sprint. Et encore, quand on parle de sprint, pour Milan-San Remo, on parle d'un sprint à combien?
50 coureurs grand maximum. C'est déjà beaucoup. Pourquoi c'est déjà beaucoup, mais au final, il y a quand même 200 coureurs au départ. Il n'y a pas une seule classique qui finit à 200 coureurs au sprint. On veut toujours durcir la course. On veut toujours que ce soit finalement un puncher ou un grimpeur qui gagne ou un spécialiste des pavés. Donc, c'est un peu la seule classique, j'ai envie de dire, où un pur sprinter, un Cavendish peut s'imposer sur une grande classique. Un Christophe ou un Boigny ou un Demar, encore que ils sont tendance à aller vers les classiques Flandrine. Donc non, pour moi en tout cas, pourquoi la durcir? Je vois pas l'intérêt. On sait très très bien qu'il y a beaucoup de coureurs qui peuvent prétendre à la victoire, les mecs rapides, les mecs qui savent descendre aussi, parce que la descente du Poggio, c'est attention, hein, c'est un beau petit festival. Et je pense que le Sagan, comme Cancellara, si on leur laisse 5 secondes au-dessus dans la descente, il y en a pas beaucoup qui les reverront. C'est pas un caleur, hein, le mec. Hein, il sait descendre. Donc non, pour moi, il n'y a pas besoin de durcir. C'est assez dur comme ça. Mais il faut bien reconnaître, Anthony, que quand on parle de Milan-San Remo, on a quand même aussi peur. Ce qu'on aime dans une classique, c'est qu'il y ait des choses imprévisibles. Et si on arrive avec un peloton de 50 coureurs, si plus personne n'est capable de lâcher qui que ce soit dans la montée du Poggio, ce qu'on aime avant tout dans une classique, c'est que les scénarios ne soient pas tous les ans exactement identiques à l'année précédente. Oui, bah c'est clair que Milan-San Remo, ça peut être hyper standardisé s'il n'y a pas d'aléa de course, quoi. Mais le pire, c'est un peu de pluie à San Remo, un peu de pluie, ça change complètement le scénario. Donc demain, je crois, j'ai cru comprendre qu'il allait faire beau. Ouais. Voilà, ça va pas trop changer. Mais une gamelle dans les capis, le peloton peut se scinder. Juste un mec qui tombe dans la descente, et puis après entre le Poggio et la Cipressa, bah, du coup là la cassure se fait. C'est vrai que c'est standardisé, c'est très standardisé comme course. Il n'y a pas d'aléa de course. Oui, mais c'est une grosse locomotive qui avance vite. Mais l'effet de course aussi, ça peut vraiment changer le scénario de la course, quoi. Moi, je fais souvent la comparaison avec le championnat du monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est-à-dire que c'est une course qui est très longue à se décanter. Alors, est-ce que oui, mais elle peut basculer très très vite aussi. Parce qu'un écart de 2-3 secondes, ça fait que le scénario change. Tu veux dire en haut du Poggio? Par exemple. Oui. Mais c'est ce qui fait justement ce charme de cette course. C'est qu'on peut être très très bien pendant 270 km. Il y a juste une erreur au pied du Poggio ou même 2 virages, comme tu as dit, où c'est que tu recules un petit peu. Ça s'écarte devant. Une équipe de punchers qui n'a pas de sprinter met en route. Et c'est terminé. On a fait 280 km entre guillemets pour rien. Et c'est finalement ce qui fait le charme, parce que au final, un Liège-Bastogne-Liège qu'on dit ouais, c'est très très dur, mais à Liège-Bastogne-Liège, à 30 bornes de l'arrivée, vous avez une crevaison, il y a encore 3 équipiers avec vous, bah les bosses, elles montent tempo, puisque tout va se faire dans la dernière bosse, ça sert à rien de se mettre avant, on rentre dans les bagnoles, et tralala. Finalement, qu'est-ce qui est le plus dur finalement à gérer? Est-ce que c'est Milan-San Remo ou est-ce que c'est Liège-Bastogne-Liège? Moi je suis un pro Milan-San Remo, parce que pour moi Liège-Bastogne-Liège c'est une très 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 belle classique. Mais ça, c'est standardisé. C'est tout le monde gère sa batterie et on sait très très bien dans quel boss où ça va se faire. Là, il y a juste que 2 boss, effectivement, c'est la Cipressa et le Poggio, mais il peut se passer 4 choses. Un Cipressa extrêmement rapide, une descente extrêmement rapide, un vent de côté ou un vent de dos entre la Cipressa et le Poggio, une montée de Poggio super rapide avec les punchers qui tentent et la descente. Et derrière, il y a que 3 km. Donc finalement, voilà, chacun a son point de vue. Et moi, je pense que Milan-San Remo, elle peut être très spectaculaire malgré la longueur, effectivement. Et puis attends, les sprints sont jamais comme un sprint d'un grand tour. T'as quand même des choses magnifiques. Le sprint que gagne Cavendish devant Hausler avec cette espèce ils étaient sur notre planète. Il y avait une avance phénoménale. L'année où Zabel croit avoir gagné, puis c'est Freire qui vient le sauter sur la ligne. On voit de tout. Et jusqu'à la dernière seconde, finalement, on sait pas ce qui va se passer. Une année, Tchmil gagne comme ça en faisant le coup de la flamme rouge. Je sais plus s'il était sorti juste avant ou juste après, mais en tout cas, tout le monde se disait, allez, c'est du tout cuit, c'est encore pour Zabel. Et non, Tchmil était sorti comme ça. Il y a des coureurs qui sortent aussi entre le bas de la descente et l'arrivée. En fait, même si elle est très longue, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir 70 km un peu médiocre, un peu inintéressant? Je parle bien sûr du spectacle, hein, du point de vue du spectateur. Ou alors, est-ce que une course peut briller, valoir pour une borne, 5 bornes? La Flèche Wallonne aujourd'hui, c'est une borne, quoi. Et télévisuellement parlant, et n'empêche, c'est une borne qui est avec beaucoup d'adrénaline.
Bon, faut dire que Steve, il préfère Milan-San Remo à Liège. Moi, je le comprends, mais il a jamais participé à Liège-Bastogne-Liège, hein, Steve. Hein. Parce que je voulais pas, justement, je voulais pas. Pourquoi faire t'aurais une dû ville essayer quand même, tu vois. 4000 mètres de dénivelé, C'est pas sachant mal, que hein. tout se fait. Ouais. Ça doit bien piquer, non, Jess? Je l'ai pas fait 8 fois, mais j'ai essayé quand même. Ouais, ça pique pas mal, quoi. Et après, Non, les mais années voilà. les années se suivent et se ressemblent pas. Là, parmi les commentaires, là, il y a Pierrot38 qui dit le Poggio semble moins décisif qu'avant. Pourquoi? Mais en fait, ça dépend des années. Hein. L'année, moi, où je termine 6e, c'est sorti dans le Poggio, ça a monté vite, ça a attaqué. Il y avait Cancellara, tout ça, il y avait pas mal, il y avait des gros coureurs devant. Et on est sorti à mi-Poggio, on fait la descente, je crois que, on était une dizaine devant, je crois, et donc, du coup, voilà, on s'est fait la gagne. Bah, du coup, Cancellara a dû attaquer à 800 mètres ou kilomètres, je crois. Il a contré l'Andalou, je crois. Et donc, du coup, il sort comme ça, on s'est regardé, 2 secondes, puis, bah, il avait 3 secondes. Il y avait ces 2-3 secondes d'avance et il les a gardés jusqu'au bout. Mais non, le temps était sec, il faisait beau, il y a eu un peu de course avant, mais bon, voilà, ça c'est sorti dans le Poggio. Par contre, ça a monté très, très vite, quoi. Alors, il y a Non, puis Mathieu, attends, excuse-moi, je veux juste rebondir sur ce que Mathieu vient de nous dire. Oui, puis il y a aussi le vent qui joue quand même dans Milan-San Remo. Vous êtes d'accord là-dessus? Quand on est sur la Riviera, en bord de mer, il y a forcément, enfin, pas forcément, mais il y a souvent du vent. Alors, il y a la première partie de course quand on est dans la plaine de Milan, quand on sort de Milan. S'il y a du vent, là, il faut avoir des équipiers pour bien se protéger, se mettre à l'abri. Donc là, on laisse, si on veut économiser des cartouches, on laisse 1 ou 2 équipiers déjà. Après, le vent conditionne la deuxième partie de course, c'est-à-dire tout le bord de mer, soit c'est vent de dos ou vent de face, c'est jamais vent de côté, vu du coup il y a la colline. Donc s'il y a vent de face, ça va un peu condamner les attaques. Et après, quand on est dans le Poggio, s'il y a du vent défavorable dans le Poggio, c'est vrai que du coup pour les attaques c'est un peu moins bien. Et l'année moi où je fais 6 justement, il y avait, je crois qu'on avait un vent favorable dans le Poggio. Et là du coup ça permet un peu plus à l'échapper de sortir. D'accord. Steve va être d'accord avec moi, je pense. Steve, oui, pardon, je t'ai un peu coupé la parole tout à l'heure. Enfin, je t'ai empêché de parler. Non, c'est juste que voilà, je voulais rebondir par rapport au vent. Bien souvent, le vent est quand même favorable entre Milan et le Turquino, parce que c'est la plaine du Pô, c'est plutôt un vent du nord à ce moment-là, donc c'est, j'ai envie de dire, un peu plus simple à gérer. Mais c'est vrai que les vents tournants du bord de mer entre la Cipressa et le Poggio, c'est effectivement, ça a un rôle primordial. Dans le Poggio, on a souvent vu Philippe Gilbert à l'attaque, mais une attaque vent de face, c'est beaucoup plus difficile à creuser qu'une attaque favorable. Mais maintenant, on sait aussi que le Poggio, que ce soit vent favorable ou vent défavorable, ça roule à une vitesse, c'est un rouleau compresseur, et il faut avoir une batterie encore bien chargée pour pouvoir mettre une cacahuète dans le Poggio et pour sortir, pour faire quelque chose. Et je pense que Jess confirmera plus que moi, mais quand ça attaque dans le Poggio, il n'y a pas une grosse différence de vitesse, hein. On passe pas de 30 à l'heure à 48 à l'heure. Par contre, rien que de passer de 30 à 35 à l'heure, il y en a beaucoup qui n'y arrivent même pas et qui restent à 30, et c'est là que ça se fait. Donc ouais, ça a un rôle. Ça a un rôle. Ah bah moi, j'ai souvent vu des mecs, quand justement des coureurs, je me suis dit, ouais, lui, il doit être pas trop mal et tout. Et ça met en route, le mec cale, quoi. Donc, du coup, le mec cale, il peut pas se mettre en danseuse parce que, il a presque 300 vents dans les pattes. Il y a certains coureurs, du coup, qui arrivent pas ou qui ont du mal à digérer ça, quoi. Aussi. Pierre? Non, je regardais la moyenne ces dernières années pour les groupes de tête dans le Poggio, c'est autour de 35 à l'heure. À une certaine époque, on était monté autour des 39, mais ça, c'était avant. Demain, quand vous voyez les choses. Quand on voit les questions qui nous sont posées, notamment Jérémy, qui nous demande les possibilités d'une victoire française demain, est-ce que vous y croyez les uns et les autres? Essayez de répondre franchement, parce que j'imagine que vous avez des copains qui sont dans Milan-San Remo demain. Est-ce qu'une victoire française aujourd'hui vous paraît abordable? Et j'ajouterais juste un truc. Est-ce que aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le public, les observateurs ont envie d'imaginer, préfèrent à la limite la victoire d'un puncher que d'un sprinter dans Milan-San Remo. Pourquoi? Parce que, allez, je vais oser le dire, j'ai l'impression que les équipes étrangères sont quand même beaucoup plus, avec des sprinters pas forcément meilleurs que les sprinters que les équipes françaises alignent, mais sont beaucoup mieux organisés, beaucoup mieux armés avec des équipiers qui seront capables d'accompagner leurs sprinters jusqu'au bas du Poggio, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas des équipes françaises.
Bah, moi, je vais donner mon avis. Je pense qu'on a vraiment deux belles cartes avec Desmar et Boigny. Franchement, quand je vois ce qu'ils ont fait sur Paris-Nice, bon, Desmar est parti de Paris-Nice un peu plus tôt que Nasser, mais voilà, je pense qu'ils ont pas à rougir, ils ont moyen de mettre au fond. C'est des coureurs qui ont déjà fait Milan-San Remo, donc ils connaissent un petit peu la difficulté du parcours, dans des conditions plus ou moins agréables. Donc voilà, je pense qu'ils ont tous les deux aussi une bonne équipe à leur disposition. Voilà, moi je pense qu'on a deux belles cartes. Après, on a Galopin, voilà, qui peut attaquer dans les parties compliquées, dans le Poggio aussi. Mais ouais, en termes de sprinter, s'il y a un sprint, je pense que les deux seront là, quoi. Steve, alors Steve, ton copain Mathieu dit que cet après-midi, tu as mis Nasser comme favori. Je crois qu'il te chambre là, mais bon, enfin, vas-y. Ouais, Réponds. il chambre pas mal. Il chambre pas mal. Non, mais moi, je vais faire un petit peu je vais pas aller dans le même sens que Jess. Moi, je pense que ça va quand même être très, très, très difficile pour un Français de gagner Milan-San Remo. Alors, un podium, oui, pourquoi pas, top 5. Par contre, gagner, pour moi, ça paraît, pour moi, ils sont encore trop jeunes. Ils ont encore pas l'expérience qu'a un Jess ou qu'un Cancellara ou qu'un Van Avermaet pour gagner cette grande classique. Après, je leur souhaite ça, évidemment. faut aussi un peu de réussite, quoi. Il faut la réussite et puis effectivement Patrick et puis Jess il l'a connu aussi, quand tu te retrouves à San Remo avec une étiquette de coureur protégé mais que tu as que 3 coureurs avec toi, ça semble compliqué et je pense que les équipes françaises misent sur 2 voire 3 scénarios et je pense que c'est compliqué de miser sur 2 ou 3 scénarios à Milan-San Remo où on privilégie tout pour un sprinter, où on privilégie tout pour attaquer, pour un puncher, parce qu'on sait effectivement que sur les 260 premiers kilomètres, le leader doit ne pas avoir mis une seule cartouche dans le vent. Et c'est clair que malheureusement, j'ai envie de dire ces dernières années, au même titre que lorsqu'on a couru avec Jess, si ça attaque, toi t'y vas, mais si c'est sprint, c'est toi. Sauf que ça, c'est le meilleur moyen de bouffer toutes les batteries de tout le monde. Mais alors attends, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Les Français pourraient imaginer, selon toi, 2-3 scénarios différents. Mais mets-toi à la place des Ethics. Est-ce que tu crois qu'ils vont tout miser sur Gaviria en ayant Bonnen dans l'effectif? Ou tout sur Bonnen en ayant Gaviria dans l'effectif? Et t'as Stibar aussi, oui. Oui, et Stibar également, oui, t'as raison, qui fait faire partie. Non, mais Bonnen va d'abord miser sur lui aussi. Je te parle de l'équipe, je te parle pas du gars. Je te parle pas de Bonnen. Tu vas pas t'en sortir avec une petite boutade comme ça. Hein. Non, mais moi, sincèrement, on le voit quand même avec Quick-Step. Quand ils ont l'oreillette elle est en permanence branchée par contre. Au contraire des équipes françaises, peut-être de temps en temps, qui savent de brancher comme je viens de le faire, et puis ils préfèrent jouer leur propre rôle. Quick-Step, c'est un petit peu le point d'interrogation pour tout le monde, aussi bien pour les Flandriennes. Ils ont Stibar, ils ont Boonen, ils ont Van den Berg, ils ont Terpstra. Donc effectivement, ils ont plein de leaders. Mais on prend chez Katusha, ce sera tout pour Christophe. Quand on va être chez BMC, ce sera tout pour Van Avermaet. Chez Trek, ce sera tout pour Cancellara. Voilà, moi je pense qu'il faut chez Quick-Step, je pense que la grande carte c'est Gaviria. Et si il aura le fond, tu penses toi? Parce que c'est un jeune coureur. On s'était beaucoup emballé quand il s'était tapé Cavendish 2 fois à San Luis sur des étapes qui étaient très courtes à l'époque. Ouais. Oui, c'est sûr, mais l'année dernière, qui aurait mis une pièce sur Julien Alaphilippe à Liège-Bastogne-Liège et à la Flèche Wallonne? Liège-Bastogne-Liège, c'est 260 bornes et il fait 2 à Liège-Bastogne-Liège. Donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis que Milan-San Remo, c'est une course qui se gagne à l'expérience, mais lui, c'est un sacré phénomène. Et effectivement, il sera peut-être un peu limite. En tout cas, je l'espère pour nos Français, mais bien guidé par Boonen, bien guidé par Peters ou par Bramati dans la bagnole, ça peut faire mal. C'est vrai qu'il y a des équipes où la tactique est beaucoup plus simple à mettre en place. On imagine évidemment que chez Astana, on va se poser des questions par rapport aux sprinteurs, mais on va pas se poser de questions par rapport au scénario qu'il faut envisager pour que ça reste favorable à Vincenzo Nibali. Il y a quand même d'autres formations où l'on va redouter de se retrouver tout simplement isolé. Est-ce que la force en fait, je suis un petit peu le même thème parce que je suis un peu monomaniaque, mais est-ce que la force d'une équipe dans Milan-San Remo, ce n'est pas de conserver un équipier ou deux, enfin un équipier c'est déjà formidable, après le Poggio? Ah bah si, évidemment, pour un sprinter, c'est super important, mais tu regarderas, dans le final demain, quand ils vont lancer le sprint, les sprinters, ils auront très peu de coureurs encore avec eux, de lanceurs, ce sera 1 ou 2. Maximum. Moi, je me rappelle d'un final quand c'est Fréré gagne, je crois. Allez, à 300 mètres de la ligne, je suis quasiment dans le leur rouge, je suis en deuxième rideau.
mais il y avait plus trop de monde pour emmener. Il s'est retrouvé avec un coéquipier qui est revenu de je sais pas d'où dans les derniers 200 ou 300 mètres. Il lui a fait un coup de paluche, mais c'était très, très décousu, hein. C'est pas un vrai sprint emmené. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, Ça veut dire que malgré tout, un mec tout seul peut très bien s'en sortir, selon moi. d'accord. Et attends, il y a le phénomène des coalitions. Aujourd'hui, dans la Gazzetta dello Sport, il y a Nibali qui dit « J'espère qu'on va pouvoir faire un truc sympa avec Sagan dans le Poggio, sortir à deux. » On avait déjà failli le faire en 2014, mais malheureusement, Sagan avait été rappelé à l'ordre dans l'oreillette. On lui avait dit de pas collaborer. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le Poggio demain? Et qui va rouler avec qui? Oui, et dans le Poggio, on peut parler du côté du versant montant, mais on peut parler aussi du versant descendant, puisque Mathieu nous dit, Mathieu, c'est presque le 5e homme, hein, aujourd'hui, qui nous dit. C'est bien avec lui. Sagan va partir. Oui, on va le recruter. Sagan va partir tout seul dans la descente demain. Bon, Mathieu est bien renseigné, hein, vous l'admettrez. Mais c'est pas un. Alors justement, c'est une bonne question pour Sagan, parce que c'est quoi son choix tactique demain? Au sprint massif, c'est dur. À deux, il a quelques mauvais souvenirs cette année de finale qui se passe pas très bien. Mais attendez, on va faire un petit jeu pour finir. Moi, je vous propose qu'on fasse demain chacun qu'on imagine. Enfin, chacun. Moi, je passe les plats, donc à la limite, si je le fais pas, c'est pas grave. Facile. Chacun, on imagine un scénario pour demain, une fiction demain, mais vraisemblable évidemment. Qui vous paraît la plus vraisemblable? Une fiction demain, comment vous le voyez le final de Milan-San Remo? Qui veut commencer? Qui réfléchit très vite et qui est capable de... Moi, je veux bien commencer. Tu parlais des Italiens. Je pense qu'il va y avoir une course de mouvement. Moi, je vois peloton groupé au pied de la Cipressa. Cipressa violente, mais vraiment bien violente, avec attaque de Nibali, les Van Avermaet, les gars qui veulent un peu décanter la course. Nibali a dit qu'il le ferait pas, hein. Mais bon. Ça veut dire qu'il va le faire. donc du coup, après, descente très très rapide, je vois un bord de mer, un groupe, on peut imaginer 7-8 mecs. Et puis du coup, tout revient dans le Poggio. Sagan fait une descente de malade parce qu'il a gardé 30 mètres d'avance. Et puis il se fait coiffer au poteau par un Français, quoi. C'est la happy end indispensable. Yes. Il faut. C'était crédible quasiment jusqu'à la fin. Il a lui. Je vais me déconnecter, hein. Non, mais attends, c'est Pierre en même temps. Non, mais attends. Attends, mais démarre au Boigny, ils ont des chances de faire une place. Le problème, c'est que l'adversité chez les sprinteurs, elle est quand même pas marrante, quoi. On parlait de Gaviria, mais Matthews, il marche, il tourne autour. Un type comme Christophe, il a déjà gagné, il a aussi fait podium, il est en forme. Ils sont pas tout seuls, hein, je sais pas ce que je dis. Non, mais il faut quand même croire en ses chances. Bon, okay. alors, optimiste. Demain, Steve. Oui. Demain, optimiste, mais on sent que c'est un peu la méthode Coué, quoi, hein, quand même, faut le dire pour le croire. Hein. Bon, ton scénario, Steve. Vas-y. Écoute, moi, je vais pas être très original, mais pourtant, je l'aime pas trop. Non, mais je l'aime pas trop ce coureur, mais je sens quand même que le Fabian Cancellara, il est quand même très costaud. Et puis on sait aussi que c'est un excellent descendeur. Donc effectivement, je pense que chez Trek, ça va contrôler toute la course. Et puis ça va être le seul à pouvoir suivre dans le Poggio peut-être les Nibali, même Valverde. Hein, Valverde, on l'a pas trop vu, mais je sais pas. C'est le genre de mec, il arrive un petit peu derrière les fagots. Et t'es sûr qu'il est au départ, là, Valverde? Ouais, il est au départ. Ouais. Donc je pense qu'ils vont tenter quelque chose dans le Poggio et le Cancellara au-dessus, il va faire la descente à bloc et puis il va virer en bas avec 5 ou 6 secondes maximum et puis derrière on va déjà jouer perdant et il ira gagner son Milan-San Remo. Bon, je le souhaite pas parce que je l'aime pas, mais c'est ce qui me paraît presque le plus plausible. Bon, pourquoi tu l'aimes pas, puisque tu l'as dit 2 fois, je suis obligé de te poser la question. Je l'aime pas. Non, je l'aime pas parce que je trouve que lui il aime pas les Français, donc moi je l'aime pas tout court déjà. Et puis je trouve que c'est quelqu'un d'assez hautain sur le vélo qui dit pas vraiment bonjour et puis que dès qu'on le touche un petit, c'est un Italien, D'accord. Bon, ok, c'est dit, ça c'est fait, mais au moins ça a le mérite de la franchise. Pierre, tu veux te lancer? Non, mais je suis très déçu. Steve m'a piqué l'idée, Cancellara. Là. Ah non. Si. Mais non, mais Ethics, là, ils ont quand même un beau collectif. Ils ont une belle panoplie d'options et voilà, Stibar pourrait faire un truc, anticiper un petit peu le sprint.
Bon, moi, je vais pas vous faire un scénario, mais je pourrais quand même sortir quelques noms parce qu'on cite toujours les mêmes. J'ai l'impression dans les classiques, et il me semble que Milan-San Remo est l'une des rares classiques qui, je vais pas dire que c'est une loterie, ce serait un cliché. En plus, quand on l'a gagné 7 fois comme Eddy Merckx, on sait bien que les loteries, on n'a pas 7 fois le même gagnant. C'est pas moi Et qui puis le dis. regarde, les loteries, c'est souvent les bons numéros qui sortent. Hein. C'est pas mal aussi comme cliché. C'était la citation de Merckx qui disait, vous en connaissez beaucoup des mecs qui ont gagné 7 fois au loto avec le même ticket? Voilà, c'est ça. Effectivement, faut rendre à Elle est Merckx. belle aussi, celle de la Pierre. Et ouais, il a gagné 7 fois. Hein. Il a gagné 7 fois. Donc, quand on gagne effectivement cette classique 7 fois, c'est qu'on a quand même trouvé exactement comment la prendre. On ne parle pas de certains coureurs qui sûrement seront demain. Moi, vous parlez des grosses équipes. Moi, je trouve que par exemple l'équipe IAM a une très belle équipe demain avec Roger Kluge, avec Reto Hollenstein. C'est une équipe qui peut. Voilà, c'est le type. Il y a des courses comme ça. Il me semble qu'il y a des coureurs. Manuel Buaro chez Tinkoff, on n'en parle pas. C'est un coureur qui, depuis le début de la saison, est capable, enfin depuis un an, est capable de performer sur ce genre de course. Grosse cote là. Hein. Androni. Je fais exprès. Chez Androni. Chez Androni, là, je sais pas quoi te dire. Il va falloir que je vous laisse. On a compris ça. On a compris, en tout cas, c'était sympa de venir Voilà. nous Bon, parler. allez, je Milan vous dis au San Remo. revoir et on regarde demain le podium. Ah ok, on Ouais. vérifie. Et on verra au replay si on a eu raison ou pas, effectivement, d'évoquer Voilà. certains noms. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. C'était TV Lops numéro 18. Salut, À Steve. bientôt à tous Salut, les Jeff. 4. Merci à tous les 3.